Bonjour tout le monde et bienvenue à la suite de cours électronique analogique. Un autre montage qui est plus ou moins modifié par rapport au montage qu'on vient de voir, donc c'est un ampli collecteur commun. C'est un amplificateur collecteur commun. Donc il se présente de cette manière-là. C'est un montage classique, montage simple, montage de base. Et donc l'étude, on va faire l'étude comme on l'a fait pour le montage euh, euh, émetteur commun, pardon. Donc, on voit ici la source d'entrée, on voit les capacités de liaison qui nous permettent d'identifier l'ampli, d'accord, qui est composé de transistors des trois résistances RB1, RB2, RE, et bien évidemment de VCC. Hein. Donc, VCC fait partie de l'ampli, d'accord. Et puis, on voit après la capacité de liaison sortie une charge RL. Donc, c'est un montage chargé. Hein. Il contient une charge RL, c'est une charge purement réelle. Donc, c'est une résistance. Donc, comme tout à l'heure, on doit être capable de retrouver le schéma statique de l'amplificateur et le schéma dynamique de l'ampli. Donc, pour retrouver ces schémas-là, donc on doit appliquer les règles. Donc, comme d'habitude, hein, toujours, on doit appliquer les règles qu'on a l'habitude maintenant de les utiliser. Donc, pour le schéma statique de l'amplificateur, on court-circuite le générateur dynamique et on met en circuit ouvert les capacités de liaison. Donc, on se retrouve avec ce schéma statique qui sert seulement pour l'étude statique. D'accord? Donc, bien évidemment, le générateur statique va rester dans le montage parce qu'on est en statique, on a besoin de ce générateur. D'accord? Donc, pour le dynamique ou pour le schéma dynamique de l'ampli, donc on remplace le générateur statique par un court-circuit, comme vous pouvez voir ici, il y a un court-circuit, et les capacités de liaison par un court-circuit. D'accord? Donc dans le dynamique, les capacités de liaison ils sont court-circuitées de telle façon à faire rentrer le signal dynamique sur le montage. Dans le statique, ils sont en circuit ouvert pour empêcher toute rentrée de composants continus hors que VCC. Donc on fixe le point de fonctionnement avec les résistances de montage et le VCC tout simplement. Donc on empêche toute rentrée au niveau de l'entrée ou bien de la sortie, hein, parce que ce sont deux accès, parce que la sortie peut être considérée peut-être comme une entrée d'un autre montage ou d'un autre étage. D'accord? Et donc ça peut avoir une influence sur le point de fonctionnement. Donc, il faut isoler l'entrée et la sortie à l'aide de ces capacités de liaison qui jouent ce rôle-là pour pouvoir fixer le point de fonctionnement correctement. Une fois le point de fonctionnement est fixé, on passe à l'étude dynamique pour créer des petites variations autour de ce point de fonctionnement tout en restant dans le régime linéaire pour profiter au maximum de l'amplification fournie par le transistor. Voilà les deux schémas en utilisant les règles qu'on a l'habitude de les faire. C'est très simple d'arriver à ces deux schémas. Donc, une fois qu'on remplace le transistor par son schéma simplifié, schéma équivalent simplifié que vous voyez là, base, collecteur, émetteur, d'accord? On a placé le transistor, placé le schéma de transistor simplifié à la place de transistor, on obtient ce qu'on appelle le schéma équivalent dynamique de l'ampli. D'accord? Et en arrangeant bien évidemment le schéma de telle façon à avoir un schéma bien arrangé pour faciliter le calcul par la suite. D'accord? Donc on obtient ce schéma. C'est le schéma dynamique équivalent de l'amplificateur collecteur commun. Donc maintenant, on va commencer le calcul sur ce montage. D'accord? Donc quelques relations issues pour le transistor qu'on le connaît, qui vient avec le schéma simplifié de transistor. Ça, il faut les connaître par cœur. Et puis les autres relations sont issues de l'étude de montage. D'accord? IE égale à IP plus IB. Donc on a considéré un courant IP qui passe dans RP. RP, c'est la résistance équivalente de RB1 et RB2. D'accord? Donc on l'a remplacé RB1 et RB2 par deux résistances, par une résistance équivalente, pardon. Donc il y a un courant qui passe dans cette résistance qu'on a nommée IP, qui va être la somme, donc IE plutôt, va être la somme de IP plus IB. VBE égale à VE, hein, on voit que VE égale à cette tension-là, plus la tension qui est là. D'accord? La tension VBE plus la tension VE.
d'accord? VBE plus VE, comme j'ai écrit ici, d'accord? Donc, égal à RP fois IP, hein, égal à RP fois IP. La tension VE égale à RP fois IP. VS égale à VE, d'accord? Donc, la sortie, comme vous voyez là, égale à cette tension-là, d'accord? RL est infini, supposons qu'il n'y a pas de charge, c'est-à-dire que le transistor n'est pas chargé. Ce n'est pas le cas, mais on va le supposer, hein. Donc dans ce cas-là, il n'y a pas de RL. RL est infini, donc on va enlever RL de montage. Donc il n'y aura pas de RL. Donc le montage va être simplifié. D'accord? Et donc dans ce cas-là, on a EG qui est égal à RGIE plus VE et VS va être égal à VE. D'accord? La tension VS va être égale à VE. Il va être égal à RE fois IE. IE, c'est le courant qui passe dans le résistance RE. D'accord? C'est le courant qui passe dans le résistance RE. C'est la somme de courant qui vient par là, c'est-à-dire IB, et de courant qui vient par là, bêta IB. Donc, c'est IB plus bêta IB. IE va être égal à IB plus bêta IB. Donc, c'est bêta plus 1 IB. D'accord? Et donc, IE égale à IC plus IB, qui égale à bêta plus 1. D'accord? Maintenant, si on suppose que RL il est fini, d'accord? Si on suppose que RL il est fini cette fois-ci, d'accord? Donc, c'est tel que le cas hein, dans l'exercice. Donc, dans ce cas-là, eh ben, on a IE va être égal à IS plus IC plus IB et VS va être égal à moins VCE dans ce cas-là. D'accord? Donc, ce sont quelques équations issues du montage qu'on peut les utiliser par la suite. Donc, ces relations seront utilisées par la suite, comme je viens de le dire, et ils seront utilisés pour calculer les paramètres dynamiques de l'ampli. Qui sont les paramètres dynamiques? Donc, tout d'abord, le calcul du gain en tension AV. Donc, comme d'habitude, on fait le calcul de AV0 à gain vide, gain en tension à vide et gain en tension à charge. Donc, on a les deux relations que vous voyez là. Hein. Donc, comme j'ai expliqué tout à l'heure, donc il faut calculer IE en fonction d'IB, d'accord? On calcule VE pardon en fonction d'IB et VS en fonction toujours de IB. Et après, une fois qu'on a les expressions en fonction d'IB, on simplifie. Alors, pour calculer VE en fonction d'IB, donc on sait que VE égale à H11IB, c'est-à-dire VBE, plus la tension qui est là. D'accord? Puisqu'on est, cette fois-ci, on est à vide, donc RL est infini, donc on va enlever RL. Et si on enlève RL, donc VS va être au bornes de RE. D'accord? Et donc le courant IE, ça va être bêta plus 1 IB. D'accord? Donc on aura VE qui va être égal à H11 IB plus RE fois bêta plus 1 IB. D'accord? Donc voilà, ça donne RE fois bêta plus 1 IB. Et puis au niveau de la sortie, pardon, H11 plus RE fois bêta plus 1. C'est ça, c'est ce qu'on a à l'entrée, pardon. D'accord? Pour la sortie, c'est à peu près ça fois IB. Donc, dans ce cas-là, la sortie va être égale à RE fois bêta plus 1 IB. Hein. Donc, la sortie, c'est cette tension-là. Donc, ça égale à VS. D'accord? Et VS, c'est RE fois IE. Et IE, dans ce cas-là, puisque RN n'existe pas, donc IE, c'est la somme de ce courant-là plus le courant qui est là. Donc, le courant qui vient par là, c'est IB. Le courant qui vient par là, c'est bêta IB. C'est-à-dire que IE, c'est bêta plus 1 IB. C'est la même chose qu'on a fait pour retrouver VE qui est la somme de VBE plus VE ou bien VS. D'accord? Donc voilà pour le premier cas. Hein. Donc pour le premier cas, c'est-à-dire à vide, le gain à vide. D'accord? Maintenant, on va supposer que le gain il est à charge. C'est d'ailleurs le cas parce que dans le montage, le gain il est chargé. Donc, et on va calculer AVC. On va calculer cette fois-ci AVC, le gain en tension à charge. Alors, qu'est-ce qui va changer? Oui, il y aura un changement parce qu'il y aura la résistance RL qui va être présente et on va le mettre en parallèle avec RE.
puisqu'il sera en parallèle, donc voilà, on va reprendre la même expression que tout à l'heure, et à la place de mettre RE ici et là, on va mettre quoi? On va mettre RE parallèle à RL. Parce que cette fois-ci, on n'a pas RE, mais il y a une RL qui est rajoutée dans le montage, et qui est en parallèle de RE. Et donc, on aura une résistance équivalente entre les deux. D'accord? Donc, vous voyez, on a remplacé RE dans l'expression tout à l'heure par RL parallèle à RE. On obtient exactement la même relation, à peu près la même relation, c'est-à-dire la même démarche. On peut refaire le calcul, hein, si vous voulez, comme tout à l'heure, et on obtiendra toujours la même chose. D'accord? Donc, si on fait la comparaison entre les différentes grandeurs de cette expression, on va trouver que AV est approximativement égal à 1 puisque H11 est très très inférieur à bêta RE. D'accord? Bêta, c'est déjà 100, c'est de l'ordre de 100. D'accord? On le multiplie par RE qui est déjà grand, donc ça veut dire que ça c'est plus grand devant H11, qui est de quelques kiloohms, hein, on ne dépasse pas 5 kiloohms. Et puis bêta est très supérieur à 1, donc en mettant ces deux approximations, d'accord, ces deux simplifications dans l'expression de tout à l'heure, soit celle-là, comme vous voulez, on va trouver que AV est approximativement égal à 1. D'accord? Donc, c'est la première caractéristique de transistor, de le montage amplificateur collecteur commun, c'est qu'il a un gain en tension qui est proche de 1. C'est-à-dire que d'abord, il est non inverseur, d'accord? Et qu'il a un gain pratiquement égal à l'unité, c'est-à-dire que c'est un suiveur, d'accord? C'est-à-dire la sortie suit l'entrée. L'impédance de sortie, hein, donc ZE, donc VE, on vient de le calculer tout à l'heure, d'accord? Il nous reste calculer IE, et IE, on peut aussi le calculer, hein, parce que c'est la somme de IB et IIP. Donc IB, voilà, c'est très simple, et E, il est déjà en fonction de IB. Maintenant, il faut écrire IP en fonction de IB. IP, c'est VE sur RP. Et VE, on l'a déjà écrit en fonction de IB, donc on peut écrire IE en fonction de IB. D'accord? Donc voilà, on obtient cette relation-là. Vous pouvez la démontrer, c'est très facile. On reviendra sur ça dans quelques exercices, mais je vous invite de faire déjà l'effort et essayer de la démontrer. Ça se démontre facilement. Et donc voilà, on obtient ZE qui s'écrit sous la forme suivante, hein, que je peux le simplifier sous cette forme-là en utilisant cette simplification. Donc les simplifications qui sont là, je les rajoutées dans le cours, hein, mais dans les exercices, il faut se mettre aux règles ou bien aux questions de l'exercice, hein. Si on ne demande pas de simplifier, c'est pas la peine de simplifier, hein. Donc on laisse l'expression qu'on obtient, hein. Donc on laisse cette expression-là, ou bien à la limite on fait le calcul. On fait le calcul de l'expression si on a moyen de faire l'application numérique. C'est-à-dire qu'on a les valeurs numériques des différentes résistances et différents éléments de cette expression. L'impédance de sortie, donc ça se détermine en suivant des règles. Donc tout d'abord, on va court-circuiter ce générateur. Donc on va le remplacer par un fil, d'accord? Et puis on va mettre un générateur à la place de la charge. La place de la charge, c'est là, d'accord? C'est-à-dire on va enlever la charge et ici on va mettre un générateur, d'accord? À la place de la charge qui va nous fournir un courant IS et une tension VS, d'accord? Donc, une fois qu'on fait ça, et ben, tout simplement, on fait le calcul. Donc, je vous invite à le faire, hein, ça demande un peu de travail, hein. Donc, déjà, puisqu'on n'a pas de générateur ici, on peut arranger le circuit, on peut mettre ça en parallèle, les deux résistances en parallèle, où la résistance équivalente va être en série avec H11, d'accord? Donc, on aura RG parallèle à RP plus H11, parce que ça va être en série. Le courant qui va passer dans tout ça, d'accord? Donc, si j'appelle R0, donc R0 c'est RG parallèle à RP plus H11 qui est en série avec cette résistance parallèle, hein, qui est en série avec celle-là. D'accord? Donc le courant qui va passer dans R0, ça va être à IB.
c'est celui qui passe dans H11, parce que H11 sera en série avec la résistance équivalente de RG parallèle à RP, d'accord? Donc voilà, ça nous simplifie le circuit, donc je simplifie, donc vous pouvez simplifier le schéma d'abord, mettre R0 qui sera en parallèle à RE, qui sera en parallèle avec, bien évidemment, il y aura le générateur de courant et puis le générateur de tension. Donc, une fois que vous faites le calcul, on reviendra sur le calcul dans le TD, donc on obtient cette expression-là. D'accord? Alors, en faisant une petite simplification, on constate que l'impédance de sortie ou bien la résistance sortie égale à H11 sur bêta. H11 il est de quelques kiloohms et bêta il est égal à peu près 100, 120, ainsi de suite. Donc, c'est une centaine. Donc, si on fait le rapport, ça va donner quelques kiloohms pour RS. C'est une faible impédance de sortie pour le montage collecteur commun. Donc on a dit que c'est un avantage. Pourquoi c'est un avantage? Parce que avoir une faible impédance de sortie, ça ne facilite l'adaptation. L'adaptation avec un autre étage qui vient par la suite. D'accord? Donc généralement l'adaptation se fait à 50 ohms. D'accord? Ça c'est l'adaptation, c'est-à-dire tous les circuits sont adaptés à 50 ohms. Et même les appareils, les entrées des appareils de mesure sont adaptés à 50 ohms. Et donc, c'est un avantage d'avoir une faible impédance, surtout s'il est complètement résistif, complètement réel, donc il ne contient pas de partie imaginaire. Donc, ça nous permet d'avoir une facilité d'adaptation à un autre étage, soit un étage amplificateur ou autre. Donc les conclusions sur ce montage-là, hein, comme vous pouvez le constater, donc c'est un montage non inverseur, c'est plutôt un montage suiveur. Le gain en tension est à peu près égal à 1. Donc une fois qu'on calcule, on trouve un gain en tension à peu près égal à 1 pour un amplificateur quelconque. Eh ben, il faut se poser question, est-ce que c'est un collecteur commun ou pas? L'impédance d'entrée elle est grande et l'impédance de sortie elle est faible. D'accord? Donc c'est un amplificateur qui peut être utilisé comme par exemple un adaptateur d'impédance. Pourquoi? Parce que comme je viens d'expliquer, il a les caractéristiques il a l'avantage d'avoir une impédance faible au niveau de sa sortie. Donc après avoir vu le montage amplificateur émetteur commun et le montage amplificateur collecteur commun, nous allons voir le dernier montage de base dans ce cours, le transistor bipolaire, c'est le montage amplificateur base commune. Ce montage-là, où le schéma de l'amplificateur se présente sous la forme suivante, d'accord, donc toujours on reconnaît l'entrée et la sortie par des capacités, les capacités de liaison de l'entrée, capacité de liaison de sortie, d'accord? Donc voilà l'entrée cette fois-ci, et voilà la sortie, on voit la charge RL, c'est un montage chargé, c'est-à-dire il contient une charge RL, qui est purement résistif. D'accord? Donc on a en plus des capacités de liaison une capacité CB qui nous permettent de mettre la base à la masse. D'accord? Donc une chose que peut-être on l'a pas signalé dans les autres schémas, les schémas amplificateurs émetteurs communs et amplificateurs collecteurs communs, c'est que en plus des caractéristiques, en plus de la connaissance des caractéristiques des montages, on peut reconnaître les différents schémas ou différencier entre les différents schémas à base de la connexion de l'étude dynamique et de la connexion de la base au collecteur, au l'émetteur à la masse. C'est-à-dire, c'est-à-dire que, prenons l'exemple de l'amplificateur base commune que vous voyez là. Donc, si on se met dans le cas de la configuration de schéma dynamique, c'est-à-dire de schéma équivalent dynamique, donc on sait que les capacités vont se mettre en court-circuit. D'accord? Et principalement la capacité CB qui va se mettre en court-circuit. Donc le fait que la capacité se met en court-circuit, ça va relier la base à la masse. D'accord?
puisque la base est reliée à la masse en dynamique, bien évidemment, on est dans le cas d'une configuration dynamique, d'accord, ou de schéma dynamique. Donc on voit que la base est liée à la masse, c'est pour ça qu'on l'appelle amplificateur base commune. Le même astuce, on peut l'appliquer sur les autres montages, le montage amplificateur émetteur commun et amplificateur collecteur commun. Si on se met dans la configuration de schéma équivalent dynamique, on va voir que dans le cas de l'amplificateur émetteur commun, l'émetteur il est relié directement à la masse, d'accord? Ce qui nous permet de dire que c'est un ampli émetteur commun. Ou bien, dans le cas de l'autre montage aussi, l'amplificateur collecteur commun, on va voir que le collecteur il est relié directement à la masse, qui nous permet de dire qu'il s'agit bien d'un amplificateur collecteur commun. Donc voilà comment reconnaître aussi la nature de montage émetteur commun, collecteur commun, base commune facilement. Voilà, avec cette astuce-là. Bien évidemment, le bilan ou le bilan des caractéristiques, c'est-à-dire une fois qu'on a fait le calcul, on doit aussi doit confirmer bien évidemment les différentes caractéristiques de montage, d'accord, qu'on a vu précédemment. Alors pour l'étude du montage amplificateur base commune, donc on doit appliquer les mêmes règles qu'on a l'habitude de les faire, et maintenant ça devient facile de les appliquer, je pense. Et vous voyez que qu'en appliquant les règles, on obtient facilement le schéma statique de l'ampli et le schéma dynamique de l'ampli. Donc il y a des règles à appliquer, il faut appliquer ces règles-là. Il faut les appliquer correctement. Voilà, c'est l'électronique qui est basée sur des règles. Si on applique ces règles, on n'aura pas de difficulté, les choses vont marcher très bien. D'accord? Donc, dans le schéma statique, pour avoir le schéma statique, donc on court-circuite le générateur dynamique de tension et puis on met en circuit ouvert les capacités de montage. D'accord? Parce que en statique plutôt, la fréquence elle est nulle et donc toutes les impédances des capacités ou des condensateurs ils convergent vers l'infini, donc ils tendent vers l'infini, ce qui fait qu'ils sont considérés des circuits ouverts. Pour le schéma dynamique de l'ampli, comme vous pouvez constater ici, d'accord, donc on a court-circuité les différentes capacités de montage, les deux capacités de liaison et la capacité CB. On a court-circuité aussi la tension VCC, d'accord, la tension VCC qui est là, qui est utilisée pour polariser le transistor en statique. Elle est court-circuitée. Ici, on n'a qu'une seule tension continue, d'accord. Si dans un montage il se trouve qu'on a plusieurs tensions continues, VCC, VBB, etc. Ben, tous ces générateurs-là, pardon, vont être court-circuités. On va les court-circuiter, c'est-à-dire les remplacer par un fil. Donc, une fois qu'on a remplacé le transistor par son schéma simplifié, donc on obtient le schéma dynamique de l'ampli, équivalent dynamique de l'ampli, comme vous pouvez voir. Donc voilà la base, voilà le collecteur et voilà l'émetteur. D'accord, en arrangeant un petit peu le circuit, on obtient ce schéma-là. Donc on voit que la masse elle est là et on voit que la base est reliée directement à la masse, ce qui fait que c'est un ampli base commune. D'accord. Donc il se peut qu'il soit relié directement à la masse, il se peut qu'il soit relié à la masse, mais à travers une très petite résistance qui ne dépasse pas des ohms, quelques ohms, on va dire, hein, quelques ohms, hein, il ne dépasse pas 50 ohms. Dans ce cas-là, c'est pas grave parce qu'il faut savoir que même les fils, ils ont une certaine résistivité et donc voilà, qui ne dépasse pas 50 à 75 ohms. Donc voilà, dans ce cas-là, on peut considérer qu'il est relié directement à la masse. Mais s'il est relié à travers une résistance qui peut être forte, hein, comme ici, hein, on voit le collecteur il est relié à la masse à travers RL et RC. RL et RC sont des très grandes résistances, hein, c'est des quelques kilo-ohms, on ne peut pas les négliger, on ne peut pas dire que le collecteur est relié directement à la masse parce qu'il y a des résistances qui sont de très grande valeur, hein. Alors maintenant l'étude de montage, donc il y a des relations qui viennent avec le transistor que vous connaissez très bien, voilà. Il y a d'autres relations qui sont issues de montage, voilà, qu'on peut les vérifier sur le montage, hein. Donc je vous invite à les vérifier, hein. Ce sont des relations très simples qui vont nous faciliter l'étude dynamique de l'ampli, hein. Donc c'est des relations issues directement de montage
ou de schéma équivalent dynamique de l'amplificateur base commune. Donc le premier paramètre à calculer, c'est le gain en tension à vide et à charge, hein. On a maintenant l'habitude de faire les deux, même que le montage il est chargé, hein. Donc voilà. Donc au début, hein, on enlève la charge, on suppose que la charge n'existe pas. RL il est infini, on peut calculer AV. AV ou AV0, hein, c'est-à-dire à vide. D'accord? Donc voilà, le calcul se fait à travers le rapport VS sur VE. D'accord? Et la technique qu'on a maintenant, qu'on connaît, qu'on l'utilise, c'est d'exprimer IS en fonction de IB et exprimer VE en fonction du IB pour simplifier le calcul. D'accord? Donc voilà, donc on va commencer par la sortie, hein. Donc pour la sortie, donc VS égale à RC à moins RC fois IS, d'accord? Donc égal à moins RC bêta IB, voilà VS, donc moins RC bêta IB, hein, donc il y a un signe moins, et on va diviser sur l'entrée, hein, l'entrée VE, d'accord, qui est là. Donc si je regarde VE, c'est exactement moins VBE, hein, moins VBE. La tension qui est là, c'est la même tension qui est là. C'est l'inverse de cette tension-là. Pourquoi? Parce que ce point-là, il est là. Et ce point-là, on le trouve ici. D'accord? Donc c'est l'inverse. C'est l'inverse. C'est VE égale à moins VBE, donc égal à moins H11IB. D'accord? Donc on va simplifier avec IB, on va simplifier avec le signe-, ça donne bêta RC sur H11. Voilà pour le gain en tension à vide. Pour le gain en tension à charge, donc il y aura la charge qui va être cette fois-ci présente, hein, dans le calcul, hein. Donc on doit la connecter au circuit et on va la mettre en parallèle avec RC. Donc il y aura une résistance équivalente. Et donc au lieu d'écrire RC dans l'expression de tout à l'heure, on va écrire RC parallèle à RL. Donc voilà RC parallèle à RL. Et on le voit ici, donc bêta RC parallèle à RL sur H11. D'accord? Donc si on fait l'approximation, voilà, on trouve que AVC égale à K fois AV, hein. C'est qu'avec K, c'est RL sur RC plus RL est inférieur à 1. S'il est inférieur à 1, ça veut dire que déjà c'est un amplificateur non inverseur, donc il inverse pas parce qu'il y a un signe positif, mais c'est un gain en tension, c'est-à-dire on a une amplification en tension, hein. Donc l'ampli, il amplifie, hein. Donc c'est-à-dire que c'est positif, d'accord? Vous voyez qu'on a obtenu presque la même caractéristique que l'amplificateur émetteur commun, sauf que l'émetteur commun, il est inverseur. Donc il y a le signe moins sur le gain en tension. Et ici, on n'a pas le signe moins, mais on a quand même une amplification. Pour l'amplification de courant, je ne l'ai pas calculé, mais vous pouvez le calculer à titre d'exemple. On le calculera peut-être dans les exercices. J'ai calculé directement l'impédance d'entrée ZE définie par VE sur IE. Donc VE sur IE, VE on l'a écrit tout à l'heure, hein. On connaît son expression. Elle reste l'expression d'IE. Je peux la déduire facilement, hein. Donc IE, je peux faire le calcul de IE. Et E, c'est le courant qui passe là. Donc voilà, avec la loi des nœuds, je peux retrouver facilement EE. Donc là, on a bêta IB. Le courant qui passe là, c'est bêta IB. Le courant qui passe là, je peux l'écrire en fonction de VBE qui est déjà écrit en fonction de IB parce que égal à moins H11 IB. Et puis, il y a le courant qui passe par là, et c'est IB. Donc voilà, vous voyez que tout est simple, hein. Maintenant, je peux exprimer IE en fonction de IB. Donc VE, je l'ai exprimé tout à l'heure en fonction de IB. IE, je peux l'exprimer en fonction de IB. J'obtiens cette relation-là. D'accord? Et en faisant le calcul, en faisant la simplification, sachant que RE, il est très supérieur à H1 sur bêta plus 1, donc on peut dire que l'impédance d'entrée de l'ampli basse commune, il est faible. D'accord? Il est faible, comme pour le cas de l'amplificateur émetteur. L'impédance sortie, hein, donc l'impédance sortie, on doit court-circuiter ici le générateur et mettre à la place de charge un générateur dynamique, pardon, d'accord, pour voir l'impédance vue par la charge.
D'accord? Et donc, le générateur dynamique à la sortie va nous fournir un courant IS. D'accord? Et on va voir que ce courant-là ne peut pas arriver à alimenter le montage qui est là parce qu'il sera bloqué par le générateur de courant qui va imposer son courant et en plus son courant dépend de IB. IB, c'est ce courant-là. Donc, puisque EG égale à 0, c'est-à-dire on a court-circuité le générateur dynamique à l'entrée, donc on a IE qui égale à 0, IB qui égale à 0, et puisque IB égale à 0, forcément IC égale à 0, et on se retrouve avec une résistance de sortie qui égale à RC. D'accord? C'est-à-dire tout le courant qui sort de IS va rentrer dans RC. Qui sort de générateur dynamique va rentrer dans RC. D'accord? Donc RC, c'est une impédance qui est relativement grande, ou c'est une impédance qui est relativement grande, c'est de quelques kilo-ohms, et donc le montage amplificateur basse commune est caractérisé par une impédance de sortie qui est relativement. Voilà le bilan ou la conclusion des caractéristiques de ce montage. Tout d'abord, c'est un ampli non inverseur, amplificateur de tension comme l'émetteur commun, impédance d'entrée faible et impédance sortie très grande ou grande. D'accord? Voilà comment on reconnaît le montage amplificateur basse commune. Donc voilà, on arrive à la toute dernière partie de ce chapitre 1 qui concerne les transistors bipolaires et les montages d'amplification à base de ces transistors. Cette dernière partie qui concerne principalement l'étude des amplifications à plusieurs étages. Donc en fait, dans les applications électroniques, il est très rare de trouver un amplificateur à un seul étage. Pourquoi? Parce que les gains apportés par cet étage-là sont insuffisants. Et donc, il y a nécessité d'associer plusieurs amplificateurs et d'avoir des amplificateurs à plusieurs étages afin d'avoir des gains convenables aux différentes applications existantes dans les différents domaines d'application. Alors, les types d'amplificateurs multi-étages sont principalement deux types. Donc, soit des amplificateurs alisants continus ou amplificateurs continus, ou bien des amplificateurs alisants capacitifs ou amplificateurs dynamiques. Alors, la première classe, c'est les amplificateurs alisants continus ou amplificateurs continus. Ce sont des amplificateurs, dans ces amplificateurs plutôt, les signaux continus dynamiques sont amplifiés par le montage. Et les points de fonctionnement, parce que chaque ampli, donc vous voyez là, il y a plusieurs étages, hein, ce sont des amplis continus, plusieurs étages, donc on a un étage, hein. Chaque étage est caractérisé par, ça c'est la tension d'entrée de tout l'ampli, hein, c'est-à-dire de tous les étages, et ça c'est la tension de sortie de tous les étages. C'est exactement la tension de sortie le dernier étage. Et pour VE, qui est la tension d'entrée de tout le schéma, elle est égale à la tension d'entrée de premier étage ou de l'ampli 1. Donc chaque ampli est caractérisé par son point de fonctionnement, parce que dans chaque ampli, il y a un schéma à base de transistors. Et donc, le point de fonctionnement de chaque ampli, il dépend de l'autre. Pourquoi il dépend de l'autre? Parce que vous voyez là, il n'y a pas de séparation, hein, au niveau de la sortie. Et la sortie de premier étage est directement connectée à la deuxième étage, pardon. Et la même chose pour la suite, hein. Donc, vous voyez que les points de fonctionnement sont interdépendants et l'étude devient difficile à faire. Pourquoi? Parce que le point de fonctionnement de chaque étage dépend de l'autre. Et donc, c'est très difficile de contrôler ou de fixer les points de fonctionnement parce que ça peut changer rapidement puisqu'ils dépendent des autres étages. Alors, la deuxième classe, c'est les amplis alisants capacitifs ou amplificateurs dynamiques. Donc, comme vous pouvez voir dans le schéma, chaque étage est séparé par des capacités. Bon, vous pouvez appeler ça, c'est des capacités de liaison, hein, comme vous voulez, hein. Donc, il y a des capacités qui séparent
qui sépare en fait les étages. Et donc on a plusieurs étages, hein, comme vous pouvez voir, hein. Donc c'est un ampli dynamique multi-étage. Le fait de mettre des capacités, on va dire, de liaison entre les étages ou capacité de séparation entre les étages, ça permet de rendre les points de fonctionnement indépendants. Et donc l'étude, elle est plus facile à faire parce que dans ce cas-là, chaque étage, son point de fonctionnement ne dépend pas des autres étages, hein. Donc le point de fonctionnement, il est fixé séparément pour chaque étage. D'accord? Donc, on étudie l'étage 1, où l'ampli 1 on fixe son point de fonctionnement. On étudie l'étage 2, on fixe son point de fonctionnement, ainsi de suite jusqu'à l'étage N, où l'ampli N. D'accord? Donc, le procédure de l'étude est le suivant. Donc, tout d'abord, pour l'étude statique, donc, les états sont indépendants statiques et le point de fonctionnement des transistors d'un étage peut être fixé indépendamment des autres étages. C'est-à-dire au niveau statique, on sépare l'étude. On étudie chaque étage d'une manière séparée. Donc l'étude statique consiste à étudier séparément chaque étage et de voir le point de fonctionnement de chaque étage séparé. Donc une fois qu'on a les points de fonctionnement de chaque étage, on met tout ensemble et on commence l'étude dynamique. Et l'étude dynamique, pour mener bien cette étude, et il est préférable dans ce cas-là de commencer de la sortie en allant vers l'entrée de l'ampli multi-étage pour en tenir compte des charges des différents amplificateurs de la chaîne. D'accord? Donc voilà pour l'étude des amplificateurs à plusieurs étages. Il faut savoir que dans les TD, il y a un exercice, c'est l'exercice 3 de la série 1, la série 2, pardon, qui présente un peu deux étages. Deux étages d'amplification, un étage émetteur commun, un étage collecteur commun. Donc voilà, dans cet exercice, on essaiera d'appliquer les différentes règles qu'on vient de voir sur l'étude des amplis à plusieurs étages. Donc on essaiera de revoir toutes ces règles-là pour bien évidemment étudier cet étage-là. Donc comme ça, on mettra fin à ce chapitre. Donc voilà, donc pour le chapitre suivant, ça va être principalement sur les transistors à effet de champ. Donc ce sont d'autres variantes des transistors qui sont aussi très utilisés. Donc il y a un grand marché pour ces transistors-là. Et donc on va le voir dans la séance suivante. Je vous remercie.